Sud Radio, les clés d'une vie, Jacques Pessis. Sud Radio, les clés d'une vie, c'est en mélangeant des musiques d'avant-garde à celles d'hier et d'avant-hier que vous êtes devenu un compositeur d'aujourd'hui. Du tango aux rythmes africains, vous avez créé votre univers, celui d'un musicien sans frontières. Bonjour Philippe Cohen-Sohail. Bonjour Jacques. Alors, c'est vrai que le grand public ne vous connaît pas forcément, mais vous êtes l'un des maîtres de la musique house, de tout cet univers. Et on va vous découvrir dans les clés d'une vie parce que votre parcours est exceptionnel. Il y a un album qui sort, 4 chansons qui sortent, 4 musiques qui sortent, on évoquera tout à l'heure. Mais comme on avait reçu d'ailleurs plusieurs fois des DJ, je pense que c'est important de raconter au public ce parcours un peu hors norme que vous avez à travers des dates clés. Et la première, elle est surprenante, c'est le 26 août 1998. D'après mes calculs, c'est votre première télé. Vous évoquez Princesse Erika, auteur-compositeur, ce qui fait sa force, sa faiblesse. Et vous êtes à l'époque directeur chez Polydor et vous passez au journal de 13h. Alors, ah oui, d'accord, je m'en souviens pas du tout. Voilà. En 88, alors peut-être. C'était Princesse Erika. Oui, c'est ça, en 88. Ouais. J'étais directeur artistique chez Polydor à l'époque. Voilà. Et j'avais signé ce morceau, Trop de blabla, chez Polydor. Qui est devenu un classique. Absolument. Et qui a fait la fortune de Princesse Erika, qu'on a reçu quelques jours. Exactement. C'est même une pub aujourd'hui. Oui, je me rappelle, je vais pas dire le nom de la marque, mais tout le monde va reconnaître. Et vous aviez découvert Princesse Erika? En fait, oui, j'avais découvert ce morceau-là sur une compilation qui s'appelait Afrique France Connection ou un truc comme ça, une compilation d'un label indépendant, et j'avais entendu ce morceau et je me suis dit tiens, ce morceau il est canon quoi. Et donc je l'avais présenté à mon patron à l'époque et on l'avait signé. Ça a été son premier grand succès, et il se trouve que Polydor est une petite maison encore familiale à l'époque, c'était pas une major. Oui, enfin ça faisait quand même partie du groupe qu'on appelle aujourd'hui Universal, c'était Polygram à l'époque. Donc c'était quand même une grosse maison de disques quand même. Mais c'est vrai que c'était familial dans le sens où c'était quand même une petite équipe et tout se faisait. C'était un peu le renouveau de Polydor à ce moment-là, justement. Oui, parce que dans les années 30, Édith Piaf, Polaire, Georges Juste, Daniel Darieux avaient démarré dans cette maison. Qui était quand même des grandes... je savais pas. Je connaissais le logo, l'ancien logo de Polydor qui est très beau. Oui. Mais je savais pas que Édith Piaf avait enregistré là-bas. Ça s'appelait Dutch Gramophone à l'époque. Ah oui. Et la musique, Philippe Cohen-Sohail, c'est votre passion depuis toujours? Vraiment, je crois que oui, depuis toujours. En tout cas, plus loin de mes souvenirs, on va dire. J'ai commencé à acheter des disques à l'âge de 7 ans quand même. Oui. Donc à l'époque, j'étais très fan de Michel Polnareff, donc j'achetais les 45 tours de Michel Polnareff, les uns après les autres. Et puis au fur et à mesure de ma enfance, adolescence, j'ai tout l'argent en fait que mes parents me donnaient pour l'argent de poche, au lieu d'acheter mon goûter, je le gardais pour acheter des disques. Et j'ai fait ça vraiment jusqu'à après j'ai fait de la radio tout ça, mais aujourd'hui j'ai plus de 17 000 disques à la maison quand même. Oui, car vous avez conservé les 45 tours et vinyles de cette époque. Tout, j'ai tout gardé. Parce qu'à une époque ça n'intéressait plus personne. Et mais moi ça m'intéresse encore. et vous avez bien fait de les garder parce qu'aujourd'hui tout le monde les recherche. Tout à fait. Et à l'époque vous étiez un bon élève, vous aviez eu un avenir pas du tout, non. Alors en primaire ça allait, mais à partir du lycée ça a été une catastrophe. Oui. Et vraiment c'est marrant parce qu'il y a pas longtemps je disais à un ami que je me suis jamais ennuyé dans ma vie, vraiment. Même enfant, je me suis jamais ennuyé, sauf en classe. Et en classe, je me suis vraiment ennuyé. Sauf, j'aimais les cours de français, l'histoire, j'aimais beaucoup. Mais je m'ennuyais très fermement. Et finalement, votre vie professionnelle, Philippe Cohen-Sohail, ça a commencé quand vous êtes devenu programmateur de radio. Exactement, oui. C'était, j'ai eu la chance parce que après le bac, comme je savais pas quoi faire, je me suis dit je vais devenir journaliste. Et donc j'ai fait des études de droit, mais je suis resté 6 mois plutôt en cafétéria plutôt qu'en amphi. Ça vous ennuyait autant que l'école? Complètement. Et puis, mais je le disais à personne et je me le disais même pas à moi-même. Mais j'ai eu la chance d'avoir un cousin qui m'a demandé comment ça se passait, et je lui ai dit oui, ça va, ça se passe bien et tout. Mais t'es sûr que ça te plaît? Je lui ai dit non quand même. Et il me dit mais c'est quoi ton hobby? Je lui dis tu sais bien, j'ai même pas dit faire de la musique, j'ai dit c'est écouter de la musique. Et il m'a dit mais fais-en ton métier. Je lui dis mais c'est pas un métier écouter de la musique. Il me dit si, la radio par exemple. Et il m'a présenté à quelqu'un qui s'appelle Alexandre Marcelin, qui travaillait à l'époque dans la Radio France, dont je l'ai rencontré à l'époque à Radio Bleu, c'était. Et donc on a pas mal discuté, et puis il a vu que j'aimais beaucoup, que
que je connaissais pas mal de musiques différentes, même la musique des années 30, des années 40, voilà, ce qui était assez improbable pour quelqu'un qui avait juste 20 ans. Oui. Et donc il m'a dit bon ben rappelle-moi dans 6 mois. Donc c'est 6 mois, on n'avait pas de portable à l'époque. Dans 6 mois je l'ai appelé et en fait il travaillait dans une nouvelle radio FM qui s'appelait Radio Capitale, qui était la radio du matin de Paris. Oui. Et il m'a engagé là-bas. Mais entre-temps, avant, j'avais commencé à faire de la radio. Quand Mitterrand a libéré les ondes FM, j'ai commencé à Radio J. Voilà. C'est la première radio que j'ai. Voilà, et c'était des radios vraiment minuscules. Ah oui. Même pour la sonorisation, on prenait des boîtes d'œufs, on oui. collait au mur. Ah mais complètement. Et l'émetteur, il était dans la cuisine, dans la cuisine, et c'était dans le 20e rue de Borigo vers Télégraphe parce que c'était en hauteur. Et l'émetteur était dans la cuisine et puis dans le salon, enfin dans la pièce, c'était un studio quoi. Et après vous avez progressé, je crois que 95.2 est arrivé. Voilà exactement. Radio Capitale, ça a duré 6 mois. C'était une super expérience. Donc là, j'étais programmateur. Et il y avait Stéphane Paoli qui était à l'information. Et en fait, après, Europe 1 a monté 95.2 FM, qui était la radio privée, on va dire, parce que c'était pas une radio pirate, c'était même pas vraiment une radio libre, c'était une radio privée, on était à la Tour Montparnasse. Et là, j'ai vraiment commencé à vraiment faire de la radio, on va dire, non seulement en tant que programmateur, mais réalisateur aussi, et puis animateur. Oui, et une prédilection pour la musique et les musiques anglo-saxonnes en particulier. Oui, tout à fait. Oui, parce que à l'époque, j'avais une vingtaine d'années, donc j'avais 23, 24 ans, et donc j'écoutais énormément de ce qu'on appelle la new wave, j'étais très fan de David Bowie. Voilà, et je ramenais souvent des disques parce que j'avais la chance. Mon patron, Alexandre Marcelin, donc toujours, il m'envoyait faire des interviews un peu partout, en Angleterre, en Allemagne, aux États-Unis parfois, et en France beaucoup. Mais donc je ramenais souvent des disques et beaucoup de disques d'Angleterre, et c'est comme ça que je passais dans mon émission beaucoup de musique qui venait des musiques anglo-saxonnes. Voilà. Aussi. Il y avait aussi un truc dans les années 60 quand on cherchait à connaître des morceaux anglais avant tout le monde. Ouais. On branchait une antenne sur le toit d'un immeuble et on écoutait les radios pirates anglaises et on repérait des morceaux comme ça qui étaient ensuite traduits en français et qui sont devenus les succès des années 60. Ah oui, d'accord, oui, effectivement, oui. C'est autre chose. Et donc là, vous avez vraiment appris votre métier en vous disant c'est là que c'est ce que je veux faire. Ah ben là, ma vie a changé complètement parce qu'avant mon entourage, ma famille, tout le monde se disait mais qu'est-ce qu'on va faire de lui quoi. Voilà. Qu'est-ce qu'on va faire de Philippe il est bon à rien quoi. Et là tout d'un coup je suis devenu une bête de travail. Et vous avez découvert des formations dont celle-ci. Le groupe Kraft et à Cadence, on l'a encore aujourd'hui dans les balles, dans les soirées, dans les discothèques. C'est vous qui l'avez découvert. Alors j'ai pas découvert, je l'ai réalisé, c'est-à-dire que c'était un groupe qui était déjà chez Polydor et que à l'époque le patron il était prêt à les virer. En fait, il était un peu leur dernière cartouche quoi. Et il y avait il voulait pas mettre d'argent pour trouver un réalisateur. Donc moi je me suis proposé, j'ai dit comme ça coûtait rien, j'étais déjà dans la maison de disques et donc je suis allé en studio. Le groupe, les deux membres du groupe n'étaient pas spécialement contents de me voir parce que c'est le directeur artistique. Eux ils voulaient un producteur anglais et ils voient arriver le directeur artistique dans le studio et donc au début ça s'est passé un peu difficilement. Ils m'ont dit bon alors qu'est-ce qu'on fait, dis-nous ce qu'il faut faire. Donc c'était et puis au fur et à mesure des séances ça s'est bien passé et à la fin on est sortis, ils avaient l'air contents des séances qu'on avait, des séances d'enregistrement. Donc j'étais producteur, réalisateur artistique. Et en fait, ça a fait un énorme carton. 600 000 exemplaires. Ah oui, un peu plus même. Entre c'était fou. Ouais. C'était fou. Et ils ont fait, je crois, la première partie du groupe Niagara en tournée. Oui, parce que c'était aussi chez Polydor. Donc oui, c'était la grande époque de Polydor, ça aussi. Ça vous a pas empêché d'être viré quand même quelques temps plus tard? Oui, exactement. Mais vraiment, c'était pour moi une souffrance d'être directeur artistique parce que autant j'avais une énorme liberté quand je faisais de la radio. Je venais, il fallait préparer l'émission, etc. Mais là, je me retrouvais chez Polydor dans un bureau à écouter des cassettes, quand même souvent de mauvaise qualité artistique. Et donc, le seul truc qui m'intéressait, c'était d'aller en studio, faire de la musique. C'était ça qui m'intéressait. Et donc,
Pour moi, être dans une major, on va dire, parce que c'était quand même une grosse maison de disques, il fallait que je signe des choses qui étaient très grand public et qui me correspondaient pas artistique, enfin, qui correspondaient pas toujours à mes goûts. Et comment vous étiez passé, Philippe Cohen-Solal, de la radio à la maison de disques? Alors parce que justement, à la radio, non seulement je passais beaucoup de trucs anglo-saxons, mais j'avais un peu découvert et fait découvrir d'une certaine façon les premiers disques d'Étienne Dao, d'Axel Bauer, de plein de jeunes artistes. Et à l'époque, le patron de Polygram, Alain Lévy, il s'est dit tiens lui, il a la feuille. Oui. Donc c'est lui qui a proposé, qui a suggéré à mon patron futur, Marc Lambroso, de m'engager pour signer des artistes, et comme ça le lien est venu comme ça. Et ça a été j'ai adoré travailler comme la radio. Pour moi, ça a été vraiment un terrain de liberté absolue. Autant mon expérience de 3 ans chez Polydor, ça a été quand même plus difficile pour moi. Oui, en même temps, vous avez découvert ensuite d'autres artistes. Je crois que Zazie, c'est vous qui l'avez découverte. Tout à fait, oui. C'était une copine et en fait, elle m'a demandé de lui donner un coup de main, et c'est moi qui l'ai amené effectivement chez Mercury, donc une maison Universal aussi. Et vous avez aussi fait d'autres choses importantes. On en parle avec une autre date, le 2 février 2002. À tout de suite sur Sud Radio avec Philippe Cohen-Sorel. Sud Radio, les clés d'une vie, Jacques Pessis. Sud Radio, les clés d'une vie. Mon invité Philippe Cohen-Sorel, musicien, compositeur, développeur, je dirais, de la musique house en France. Oui, de la musique électronique. À l'époque, c'est vrai que on appelait ça la musique house. Ouais, on en parlera. Il y a une actualité, on en parlera tout à l'heure. Mais surtout, je reviens à votre parcours. On a évoqué une première télé tout à l'heure. Il y en a une autre qui est importante pour vous. Je ne sais pas si vous l'avez en mémoire. C'est le 2 février 2002. Le 20h avec Béatrice Schoenberg évoque la tournée du groupe Gotham Project en disant que vous faites une tournée européenne qui fera une escale à Paris. Visiblement, Béatrice Schoenberg, elle connaît pas ce groupe, mais le journaliste le connaît et on découvre notamment ce morceau. Santa Maria, la revanche del tango par Gotham Project, ça a été un immense succès. Ah, ça a été incroyable, mais un tsunami, on va dire, parce que je m'y attendais vraiment pas, parce que je pensais pas du tout que ça allait autant plaire à tout le monde, quoi. Je pensais que les gens, les fanatiques du tango, ils allaient nous détester, parce qu'on avait une proposition quand même assez différente, et que les gens de la musique électronique n'allaient pas nous aimer parce que c'était trop tango. Et en fait, tout le monde a aimé ce qu'on a proposé. Gotham Project, ça a été devenu, et c'était mondial. En fait, c'était vraiment dans tous les pays du monde. On a tourné vraiment, on faisait salle comble dans tous les pays, que ce soit en Australie, au Japon, n'importe où, quoi, aux États-Unis. C'était fou. Alors, Gotham Project, c'est né, je crois, avec un Suisse, un Argentin et vous. Exactement, tout à fait. C'était un Suisse avec qui je travaillais depuis plusieurs années, un guitariste argentin que j'avais rencontré quelques années avant, et en fait, on a fait une expérimentation sur un morceau d'Astor Piazzolla, qui est le génie du tango, qui est un peu le Gershwin du tango, et on a fait une expérimentation et on a fait un deuxième morceau, on l'a sorti à l'époque en vinyle parce que c'était que pour les DJ, vraiment que pour les gens de la musique électronique au début. Et ça, il y a une sorte de bouche à oreille qui s'est fait. Donc on a sorti deux nouveaux titres après. Et le bouche à oreille mondial s'est de plus en plus amplifié. Et quand on a sorti l'album, on avait déjà 50 000 vendus, précommandés, vendus déjà à 4 mois de la sortie. C'était fou, quoi. Mais vous n'étiez pas musicien au départ? À la base, je suis complètement, de toute façon, musicien autodidacte. Donc, j'ai fait aucune étude de musique, malheureusement, parce que ça aurait pu me servir pour plein de choses. Mais donc, je suis autodidacte. Mais j'ai commencé à faire de la musique assez tôt, en réalité. Mes parents m'ont offert une guitare quand j'avais 9 ans. Jamais pris de cours de guitare, mais j'avais un groupe. Et donc, dans les années, quand j'avais 13 ans, 14 ans, on faisait un groupe. Et puis, je faisais même la manche dans les rues de Paris, devant les terrasses des cafés. On chantait les Beatles, les Stones et des trucs comme ça. Et voilà. Et donc, j'ai toujours fait de la musique d'une certaine façon, mais professionnellement, non, j'ai vraiment commencé à en faire professionnellement en 89, juste après m'être fait virer de chez Polydor, où là j'ai commencé à faire de la musique électronique, en fait. Et ce groupe est né par cette rencontre. Oui, exactement. Par hasard? Par hasard, oui. Il y a le guitariste argentin est venu, Eduardo est venu avec un
un danseur. Il cherchait une musique il savait que je faisais de la techno, on va dire, et donc il voulait une musique pour son numéro de cabaret. Et donc ce type-là m'a fait son numéro devant moi. C'était des boladoras, c'est ce qu'on a, une sorte de lasso que les gauchos utilisent pour attraper les vaches en Argentine. Il faisait un numéro de cabaret comme ça. Et puis il m'a donné un CD de percussion argentine folklorique, et j'ai complètement flashé dessus. Et c'est en écoutant ce truc-là que j'ai dit après à Eduardo, écoute, non, ça m'intéresse pas de travailler pour ton copain, mais par contre, ça c'est extraordinaire. Et l'idée est venue, ou l'intuition est venue, d'amener ces percussions folkloriques dans le tango que je connaissais, celui d'Astor Piazzolla, une sorte de nuevo tango. Et c'est, sans le savoir, c'est un musicologue qui nous a dit après, qu'on a ramené le tango à ses origines, qui étaient beaucoup plus percussives qu'elles le sont devenues au fur et à mesure du XXe siècle. Et donc, sans savoir, juste, on a ramené le tango à ses origines, et c'est ça qui a peut-être fait cette surprise, qui était en fait une musique qui fait partie de l'ADN mondial. Le tango, tout le monde en connaît, que ce soit dans la chanson française avec Brel ou avec tout le monde, Béléo Ferré, ou depuis Carlos Gardel évidemment, mais sous une forme plus tribale, plus différente, avec en plus l'apport de la musique électronique qui a touché des jeunes générations et des DJ et dans les clubs. Il faut savoir que Carlos Gardel, au départ, il vivait misérable dans les rues. Ouais. Il a commencé à 13 ans dans les cabarets. On l'appelle Zorzal, c'est-à-dire le petit oiseau, la grive. C'est une idole en Argentine. Et le nom de votre groupe, le Gotan Project, ça vient d'un café de Buenos Aires, je crois. Oui, le Gotan. Parce qu'en fait, Gotan, ça veut dire tango, à l'envers, en verlan. Voilà. C'est du verlan, parce qu'en fait, on parle le verlan, on peut en parler en France, mais en Argentine, c'est beaucoup plus développé. Même les personnes de toute génération parlent verlan. Et donc le Gotan, c'était un café mythique à Buenos Aires. Et puis il y a même eu un groupe dans les années 70 qui s'appelait Gotan aussi. Ouais. Voilà. Mais le succès était tel de votre chanson que je crois que dans le film Show Louis Dance, Jennifer Lopez et Richard Gere, on reprenne cette chanson. Ils dansent dessus, oui, tout à fait. Ça a été, oui, notre musique s'est retrouvée sur plein de films, des séries télé américaines. Et je crois même qu'aux Jeux Olympiques de Pékin en 2008, une gymnaste a utilisé un extrait. Oui, c'est vrai. Absolument. Oui, mais on découvre tous les jours quasiment. Je découvre des gens qui utilisent notre musique, qui ça peut être dans des trucs sportifs. Enfin, c'est incroyable comme ça. Comme la musique s'est propagée de façon phénoménale, je peux pas dire autrement. Alors justement, l'arrivée de la musique électronique, ça aussi, ça doit beaucoup à ce succès. C'est devenu une passion chez vous. C'est né comment, Philippe Cohen-Solal ? Alors, à l'époque, quand j'ai commencé vraiment à découvrir la musique électronique, j'en écoutais d'une certaine façon avant, parce que dans les années, dans mon adolescence, il y a eu deux musiques que j'écoutais quand j'avais 17 ans, c'était le punk et le disco. Donc pourtant c'est très différent comme musique. Et j'écoutais aussi un groupe qui s'appelait Kraftwerk, et groupe allemand de musique électronique. Et donc j'ai toujours aimé ce type de musique. Mais à la fin des années 80, je pense que j'ai vraiment eu un ras-le-bol de la pop musique, du rock particulièrement. Et pour moi, la house, la techno, c'était vraiment très frais. C'était un nouveau son et une nouvelle façon de danser aussi, parce que je pense que c'est jamais arrivé que des blancs dansent autant que grâce à l'arrivée de la musique électronique, de la house, parce qu'il y a des milliers de gens se retrouvaient pour danser dans des raves. Et là, c'était un phénomène qui était absolument incroyable. Et la musique m'a complètement bluffé. C'est-à-dire pendant 5 ans, je pense pas écouter de rock. J'écoutais que la musique électronique. Oui, et vous étiez un des rares, parce qu'à l'époque, c'était une niche, le grand public ne connaissait pas du tout. Ah bah oui, même les premières soirées qu'on faisait, la première soirée qu'on a fait à Paris, il y avait 80 personnes. Après, il y avait 200, après, il y a de plus en plus, c'était une niche. Et je crois que vous avez aussi réalisé la première compilation de musique électronique française. Oui, tout à fait. Paris Union Recording. J'ai participé à ça, c'est ça, Paris Union Recording, exactement. Et même, j'ai fait la première bande son de film techno, on va dire, électronique, qui s'appelait Club to Death. Exactement, et qui a été un immense succès. Alors, il se trouve aussi qu'il y a eu, toujours avec votre Gotan Project, vous avez fait quelque chose de plus étonnant encore. Rue Saint-Louis-en-l'Île, plébéienne, au cœur de la ville, quasi naine,
aristocratique. Brigitte Fontaine, Ouais. qu'on n'imagine pas liée à Gotham Project, qui est plutôt la muse de Jacques Higelin, Ouais. ou des gens comme ça. Eh ben, vous avez fait un duo avec elle. Oui, parce qu'en fait, Brigitte Fontaine nous a contactés parce qu'elle elle habitait en fait, ou elle habite toujours, je crois, dans l'appartement qui appartenait à Georges Moustaki. Oui. Et dans Rue Saint-Louis-en-Lille. Rue Saint-Louis-en-Lille, exactement. Et dans cet appartement a vécu Astor Piazzolla. Et donc Piazzolla a laissé dans cet appartement une partition d'un morceau qui s'appelait Rue Saint-Louis-en-Lille, ce morceau, cette musique qu'on vient d'entendre. Et elle a dit, ça n'a jamais été enregistré. Et Piazzolla l'a déjà joué en public, mais l'a jamais enregistré. Et donc c'était effectivement une proposition qu'on pouvait pas refuser, parce que c'était un inédit de Piazzolla avec Brigitte Fontaine qui a fait les paroles et qui est venue enregistrer. Alors, la légende prétend que le jeune Piazzolla avait rencontré Carlos Gardel en 1935 à New York, et que Gardel, séduit par le gamin, lui avait donné un petit rôle de marchand de journaux dans son film El Dia que me quieras. Tout à fait, oui, absolument, qui est aussi un très beau morceau. Ouais. Et oui, mais Piazzolla, Piazzolla, on le voit comme un Argentin, mais aussi il est un peu new-yorkais d'une certaine façon. Quand il parlait, il avait un côté, une sorte de gouaille new-yorkaise. Et voilà. Et puis, il est heureusement passé par la France grâce à Nadia Boulanger qui lui a fait devenir ce qu'il est devenu après, parce qu'il voulait devenir Stravinsky. C'était son rêve. Et en fait, c'est Nadia Boulanger, sa professeure, qui lui a dit non, mais Piazzolla, il est là, il est dans le tango. Voilà. Et vous êtes là ici au micro de Sud Radio. Oui. On va continuer à parler de vous à travers une autre date, le 29 janvier 2013. À tout de suite sur Sud Radio avec Philippe Cohen-Solal. Sud Radio, les clés d'une vie, Jacques Pessis. Sud Radio, les clés d'une vie, mon invité Philippe Cohen-Solal. On a parlé de vos débuts dans la musique, votre passion pour la musique house, ce groupe extraordinaire Gotham Project avec qui je crois que vous avez fait 3 albums, c'est ça? 3 albums studio et puis plus de 500 concerts. Voilà, et ça peut revenir un jour, bien sûr. Ça peut continuer. Absolument. Alors en attendant, il y a une autre date importante, c'est une autre de vos activités. Le 29 janvier 2013, en résidence à Lorient, il y a Salif Etta qui prépare un album dont vous êtes à l'origine. Alors là, c'est encore un autre univers, madame. Et Salif Etta, il faut savoir qu'il descend du fondateur de l'Empire du Mali. Il devait être instituteur. Il est devenu chanteur, ce qui ne se fait pas dans sa famille. Ah, pas du tout. Ça lui a causé beaucoup de problèmes. Oui, d'autant plus qu'il était albinos. Qu'il est albinos, et ça a été donc au Mali, c'est très difficile d'être albinos au Mali parce qu'il y a tous ces trucs de sorcellerie, de croyances. Et donc Salif Keita, il est d'une grande famille et ça a été pas du tout accepté par son père qu'il soit chanteur. Mais bon, il a une voix tellement extraordinaire que il en a fait sa vie, bien sûr. Alors, là aussi, ce sont vos découvertes, car vous êtes devenu compositeur, producteur. C'est un autre univers, c'est une autre façon de travailler. Oui, disons, moi, j'ai pas découvert Salif Keita, mais j'ai collaboré avec lui et on s'est retrouvés tous les deux à Bamako, dans son studio, puis après dans le mien à Paris. Et on a co-composé tout l'album ensemble. On a eu quelques invités, comme Bobby McFerrin ou Esperanza Spalding ou d'autres encore. Et on a vraiment essayé de créer une musique. C'est un peu ça qui m'intéresse en fait. Quand je fais de la musique, j'essaye de faire une musique que j'ai pas vraiment encore entendue. Et avec Gotham Project, c'était ça, c'est faire une musique qu'on n'avait jamais entendue avant. Même si le tango existe avant, la musique électronique avant, mais le mariage, il n'existait pas. Et là, avec Salif, on a vraiment essayé de créer une musique africaine et électronique, vraiment avec une véritable union, quoi, en fait. Effectivement, Philippe Cohen-Solal, vous êtes un pionnier de ce qu'on appelle aujourd'hui la world music, parce que finalement, aujourd'hui tout le monde le connaît. Il y a quelques années, c'était pas le cas. Ouais, enfin, je suis pas sûr d'être le pionnier de la world music, parce qu'il y a mais en tout cas, j'ai toujours voulu avoir j'ai toujours une vision globale de la musique. C'est-à-dire quand je fais de la musique, un peu comme à l'époque dans la radio, on m'avait dit quand tu fais de la radio, parce qu'on est en face d'un mur souvent, on est tout seul et on m'a dit pense à quelqu'un à qui tu parles. Voilà. Et quand je fais de la musique, je pense aux personnes qui vont m'écouter. Et les personnes, donc ça peut être des copains comme ça, donc c'est souvent ça peut être un copain à Los Angeles, un copain à Londres. Et quand je fais de la musique, je me dis j'aimerais bien que ça leur plaise aussi, que ce soit pas un truc juste franco-français qui va plaire juste aux Français. J'ai envie que ça plaise à des copains que j'ai un peu partout dans le monde. Et donc c'est pour ça que non seulement j'aime plein de musiques différentes du monde entier.
je peux pas dire. J'ai la curiosité de découvrir des nouvelles musiques à chaque fois. Le tango, je me suis immergé, je me suis vraiment plongé dans le tango pendant des années. La country music aussi, je me suis plongé dedans. La musique africaine, j'ai toujours aimé la musique africaine, mais je me suis plongé dedans pour travailler avec Salif Keita. Et j'essaie d'en sortir quelque chose avec, si possible, une touche personnelle, une originalité, quelque chose qui va apporter quelque chose de frais, enfin, si possible. Et qui touche un public large et moderne. Oui, oui, parce que j'ai pas envie de juste faire la musique pour moi-même et quelques potes, quoi. J'ai envie qu'elle soit vraiment appréciée. J'ai envie que ça touche les gens, en fait. Et ça touche finalement non seulement la France, mais le monde entier, souvent. Oui, souvent, oui. Alors, je crois que vous avez commencé en 95 avec un label qui s'appelait Yabasta Records. Ouais. Et c'était inspiré du nom du livre du sous-commandant Marcos. Exactement. À l'époque, j'avais lu le livre qui s'appelle Yabasta de Marcos. Et j'avais été vraiment impressionné à l'époque comment Marcos a réussi à faire sa sorte de guérilla. Enfin, c'est vraiment la protection d'abord des Indiens du Chiapas. Et puis, il a fait découvrir la cause des Indiens du Chiapas grâce au début d'Internet. Et alors qu'il était dans la jungle, et c'était donc c'était un insurgé mexicain. Complètement, ouais, c'est ça, une sorte de zapatiste, quoi, en fait. Et donc la relation était pas, j'ai pas choisi juste pour des raisons, pas du tout des raisons politiques. C'est parce que Yabasta, ça veut dire ça suffit, et ça suffit en espagnol donc. Et pour moi, c'était une façon de dire ça suffit. Dans la musique électronique, il faut pas essayer de retomber dans les clichés du star system, de la pop comme elle était avant. Il y avait ce truc-là. Bon, malheureusement, ou je sais pas, ou heureusement, je sais rien. La musique électronique, la dance music est devenue ce qu'elle est devenue. Mais à l'époque, il y avait ce truc d'essayer dans mon label en tout cas, d'apporter à chaque fois quelque chose de nouveau, si possible, et d'original. Pour votre information, ce sous-commandant Marcos s'appelait en réalité Raphaël Sébastien Guillen Vicente, et c'était un ancien professeur de l'Université nationale du Mexique, et aujourd'hui il est à la retraite tranquille, oui. Loin de tout ça. Alors c'est vrai qu'il y a aussi une chose importante, Philippe Cohen-Solal, vous avez inventé ou mis au point des musiques loin de toute forme de marketing. Oui, tout à fait. Parce que je crois, alors peut-être naïvement, je crois que la musique se propage de façon organique. Et Gotham Project en a été un très bon exemple, c'est-à-dire ça s'est fait sans marketing. Le marketing est venu beaucoup plus tard quand on a eu une victoire de la musique, mais pendant tout le bouche à oreille s'est fait de façon très organique. En fait, je crois qu'il n'y a pas meilleur marketing que quand on va voir un film, on a lu un livre ou écouté un disque, on dise à son ami, tiens, il faut que t'ailles voir ce film. Ah, c'est trop bien. Ou, toi, ce livre, j'adore. Tiens, écoute, regarde, essaie de le lire ou je te le prête. Et pareil pour la musique. Et ça, je crois que c'est indestructible, ce truc-là. Et c'est ça que j'essaye de créer. Et on a souvent tendance, quand on sort des musiques, à avant tout commencer par le marketing, en disant, ouais, il faut absolument écouter ce truc-là, c'est la meilleure. Non, d'abord, je pense que la musique peut exister par elle-même, et j'ai vraiment une sorte de confiance dans le public pour qu'il puisse faire son travail lui-même de propagation de l'information. Oui, parce que finalement, aujourd'hui, dans certaines maisons de disques, on prend ce qui a déjà marché et on fait la même chose. Oui, on a tendance même à se dire, bon, il y a Stromae, donc Stromae, on va, tiens, lui, il ressemble un peu à Stromae, tiens, on va le signer. Oui. On a beaucoup cette tendance dans les maisons de disques à faire ça. Et ça, je pense que c'est une erreur, parce qu'il y en a qu'un seul Stromae, il y en a qu'un seul, c'est la personnalité qui importe. Voilà. Et c'est comme ça que vous avez trouvé des musiques originales. Il y a par exemple ce morceau. If life was a movie, you would be my actress. I would be an actor. We be doing backflips, the crowd go crazy. We be doing stunts. What Go Around par Adam Glover et Tim Gustave. Ouais. Succès de discothèque aussi. Oui, même plus que discothèque. C'était en fait, c'est un morceau. J'étais parti d'une idée, d'une envie de mélanger des univers différents. Alors donc la rythmique, on va dire, tout ça, c'est très inspiré par les morceaux de Gainsbourg des années 60-70. Et puis le
rap, c'est inspiré par de la soul, qui est un peu les débuts du rap dans les années 80. Et le chant, c'est Frank Sinatra. Voilà. Et je me suis dit, on va mélanger Frank Sinatra et le rap avec Gainsbourg en playback. Et voilà, et c'est parti comme ça. Et la mélodie m'est venue, je me rappelle, à la campagne en Suède. Et j'ai eu cette mélodie, les paroles qui sont venues. Et voilà. Et c'est devenu après, quand j'ai sorti ce morceau, et ben ce morceau aussi pareil, comme on disait à l'instant, par rapport au sans marketing, a fait plusieurs millions de streams sans rien faire, juste en le mettant à disposition du public, et les gens l'ont aimé, l'ont mis dans leur playlist, et après il y a les algorithmes aussi qui font leur travail, et voilà, la musique se propage par elle-même. Oui, et d'ailleurs je crois que le clip, on voit des images dignes des années 50. Oui, tout à fait. On se croirait effectivement dans un film avec Sinatra années 50. Ouais. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui ça a changé, c'est-à-dire que Internet permet de faire connaître des morceaux d'une manière tout à fait nouvelle, Philippe Cohen-Solal. Complètement. Oui, c'est ça qui est extraordinaire avec Internet. Alors, il y a une possibilité de pouvoir mettre sa musique et ses images de façon, le viral, donc la viralité existe, et donc on s'en sert, et donc évidemment, et ça nous permet aussi c'est comme un laboratoire. On le met et on voit ce qui se passe. Et c'est ça qui est, moi je trouve génial, c'est de sortir mes musiques vraiment en toute liberté. Et je crois que c'est vraiment le truc le plus important pour moi, en tout cas dans la vie, c'est la liberté. En fait, et dans le travail, c'est la liberté. Voilà. Et il y a un autre morceau, Philippe Cohen-Solal, qui a fait aussi le tour du monde, c'est celui-ci. You can dance, you can jive, having the time of your life. See that girl, watch that scene. Dancing Queen, sur un album qui s'appelle Moonshine Session, exactement, en anglais. Et ça aussi, on se croit revenu à la fois dans les années 50 et aujourd'hui. Alors, c'est un morceau d'ABBA, donc du groupe suédois ABBA, qui a été fait un carton dans les années 70 avec cette chanson. Et à l'époque, quand je faisais Gotham Project, quand j'étais en tournée, à force d'avoir écouté du tango toute la journée, j'en ai un peu marre, parce que j'en faisais sur scène tous les soirs. Quand j'étais dans ma chambre d'hôtel ou dans mon casque en tournée, j'écoutais beaucoup de country music, j'écoutais aussi beaucoup de Neil Young, de la folk music comme ça. Voilà, donc pas du tout de musique électronique. Et donc j'ai profité d'une pause de tournée pour aller à Maryville College dans le Tennessee, donc un collège où j'ai fait un stage de guitare, de flat picking, pour apprendre la technique qu'il y a vraiment dans le bluegrass, dans la country music bluegrass. Et je me suis retrouvé, alors que j'étais 15 jours avant, j'étais dans des hôtels 5 étoiles en tournée. Je me suis retrouvé dans un dortoir avec un autre type, et tous les matins à 8h du matin, on était sur le campus à jouer guitare, mandoline, banjo, fiddle, violon. Et voilà, et après je suis allé à Nashville, j'ai rencontré quelques personnes et j'ai pu enregistrer mes chansons country. Alors c'était un peu improbable quand même, parce que aujourd'hui je me dis quelle folie d'aller à Nashville faire de la country music en tant que Français, quoi. C'est vraiment, faut être complètement, faut être un peu fou pour faire ça, mais il y avait ce truc, j'aimais tellement cette musique et je voulais tellement faire un truc après avoir passé tellement d'années dans la musique électronique et dans le son digital, j'avais envie de son, d'acoustique, du bois, de quelque chose de différent. Et donc j'ai fait cet album de quasiment que de mes chansons, sauf 2 reprises, dont celle qu'on vient d'écouter, Dancing Queen, et puis une autre des Sex Pistols. Voilà, Dancing Queen, finalement, ABBA l'a chanté pour la première fois le 18 juin 1976 à l'Opéra Royal de Stockholm, lors d'un spectacle télévisé en l'honneur du roi Charles XVI Gustave de Suède, pour célébrer son mariage le lendemain avec Sylvia, qui est devenue sa femme. C'est né comme ça, cette chanson. Je savais pas du tout. Finalement, à chaque fois, ce sont des choses différentes que vous aimez. Ouais. C'est indispensable d'évoluer sans arrêt. Ah oui. Oui, je peux pas rester. En même temps, j'admire les artistes qui creusent un sillon et qui restent dans ce sillon toute leur vie et tout ça. J'admire vraiment ça. Mais j'en suis absolument incapable. Moi, j'ai besoin de creuser un sillon, de prendre une route, et puis après, j'ai envie de prendre une autre route, et puis après, j'en prends encore une autre. Et le jour où je m'arrêterai, je pense que je sais pas. Et ces morceaux, la plupart de vos morceaux sont aujourd'hui diffusés dans le monde entier en streaming.
Oui, absolument. Oui, parce que c'est tout l'intérêt aujourd'hui du monde des plateformes digitales, avec il y a aussi des inconvénients bien sûr à ça, mais il y a quand même le grand avantage, c'est pouvoir sortir sa musique facilement, l'exposer un peu partout dans le monde. Et comme je fais une musique qui à la base, je pense, assez internationale d'une façon ou d'une autre, ça va. Je vois que il y a des gens aux États-Unis, au Japon, en Amérique du Sud, qui réagissent très positivement à ça. Même Gotham Project, ça a été évidemment énorme en Argentine, mais au Brésil aussi, au Mexique, Chili, enfin partout, quoi. Ils vous écouteront en parler sur la chaîne YouTube ou dans le monde entier, puisque la chaîne YouTube de Sud Radio est diffusée dans le monde entier. On va continuer à parler de vous à travers une date récente, le 3 février 2023. À tout de suite sur Sud Radio avec Philippe Cohen-Solal. Sud Radio, les clés d'une vie, Jacques Pessis. Sud Radio, les clés d'une vie, mon invité Philippe Cohen-Solal. On a découvert grâce à vous beaucoup de choses sur la house music que nos auditeurs connaissent peut-être pas. On a parlé de Gotham Project, succès mondial. Et le 3 février 2023 est sorti, alors je le dis en français, Class of 89, oui. Class of 89. Class of 89. Voilà. C'est ça. Qui est un nouvel album, enfin c'est 4 morceaux diffusés sur Internet avec un ami de plus de 30 ans, Kezia Jones, dont vous allez entendre la voix. Alors, Kezia Jones, c'est une star mondiale, et vous l'avez découvert, je crois, à la terrasse d'un café au Hall, le Père Tranquille. Exactement. C'était, je venais de me faire virer. Remercie, on va dire, viré de chez Polydor. Oui. Et donc j'étais au chômage et j'allais voir un copain qui était à l'époque à Radio Tour Eiffel, à Skyrock, je sais plus exactement. Oui, Radio Tour Eiffel était à côté, c'était le 95.2 d'ailleurs à l'époque. Oui, tout à fait. Et c'est une radio pro-chiraquienne. Oui. On passait entre les seringues des dealers pour la rejoindre, c'était là. C'est là, exactement. Et donc je marche dans la rue et j'entends de loin quelqu'un chanter une chanson de Prince. Et j'adore Prince, donc je tends l'oreille et je trouvais que c'était vraiment très bien, donc je vais voir et puis je me retrouve à la terrasse du café devant le Père Tranquille, donc au Hall, devant le Forum des Halles, et là je vois ce jeune black sublime avec une guitare en très mauvais état, avec une photo de noir et blanc de Louis Armstrong collée sur la guitare, et je vois ce type, et c'est extraordinaire ce que je vois, ce que j'entends, ce que je vois. Et donc, après qu'il ait fini de chanter, je commence à lui parler, et je lui dis... mais quelqu'un, il me dit que ça fait plusieurs mois qu'il est à Paris, qu'il fait la mange dans le métro. Il vient du Niger, je crois. C'est ça, Nigeria, à Lagos. Oui. Et mais entre-temps, il a fait ses études en Angleterre. Et donc, voilà, et je lui dis, mais personne t'as des maquettes ou et il savait même pas ce que c'était des maquettes. Donc, je lui dis, écoute, je lui ai pas dit que j'étais au chômage. Oui. Je lui ai dit, je suis dans le music business. Et je lui ai proposé d'enregistrer des maquettes qu'on a fait chez un copain, parce que j'avais pas mon studio à l'époque, et on enregistre 3 morceaux que j'ai mis sur une cassette, et je suis allé faire le tour des maisons de disques, parce que je connaissais plus ou moins un peu tout le monde dans les maisons de disques à l'époque, et donc persuadé que tout le monde allait trouver ça génial, évidemment. Et en fait, pas du tout. Tout le monde me dit oui, alors il serait mieux que s'il pouvait chanter en français quand même. Alors je dis non, il parle pas français de toute façon. Donc et en fait, que des refus. J'ai eu que des refus, et donc il a été obligé de repartir à Londres avec cette maquette. Il est reparti. Après, il a trouvé un éditeur là-bas, et en fait, on a réussi à le refaire signer en France à travers quand j'ai été engagé dans une autre maison de disques qui s'appelait Virgin, et aux éditions, et là il a été la première. Vous avez pu le récupérer? Oui, le patron des éditions Virgin, il a créé un label, et c'était la première signature de son label. Voilà, et ça a marché tout de suite dans le monde entier. Ça a été énorme, oui. Oui. Et il faut savoir que Virgin, c'était la maison de Richard Branson, absolument, qui est le deuxième homme à avoir été dans l'espace, avoir dépensé beaucoup d'argent pour aller dans l'espace, et c'est vrai que c'est une maison de disques que vous êtes arrivé après. Oui. Là aussi, c'était révolutionnaire, Philippe Cohen-Solal. Oui, moi j'ai adoré travailler chez Virgin, parce qu'il y avait justement une sorte de liberté aussi, une sorte de vision un peu plus moderne des choses, et les artistes qui étaient signés chez Virgin, c'est des gens que j'aimais écouter tout simplement. Et donc j'ai beaucoup aimé cette expérience. Mais à l'époque,
j'étais engagé comme ce qu'on appelle music supervisor. Je suis devenu music supervisor pour le cinéma, c'est-à-dire conseiller musical et producteur exécutif de musique de film. C'est quoi conseiller musical? Conseiller musical, c'est quelqu'un qui va dire à un réalisateur, souvent à la lecture d'un scénario, moi je conseillerais tel compositeur ou je conseillerais telle musique à mettre dans ton film, dans telle scène par exemple. Et donc, c'est la première partie du travail. Et la deuxième partie du travail, c'est organiser les séances d'enregistrement de la musique du film, quoi. Ouais. Et après la faire sortir dans une maison de disques, etc. Donc ça a été mon travail de 89 pendant quelques années après. Et je me suis aperçu que j'étais le seul d'abord et le premier music supervisor en France. Il n'y avait pas de... Alors que dans les films d'Hitchcock dans les années 50, dans le générique, il y a music supervisor dans les films américains. Mais en France, il n'y en avait pas. Il y avait souvent des éditeurs qui plaçaient des musiques sur des films, mais il n'y avait pas un vrai conseiller. Et donc j'ai été le premier music supervisor en France. Et ça, c'était génial parce que du coup, j'ai pu travailler avec des réalisateurs extraordinaires comme Lars von Trier, Nikita Mikhalkov, Zhang Yimou en Chine, Bertrand Tavernier, Kieslowski, enfin c'était extraordinaire. Extraordinaire. Alors j'en reviens à Kezia Jones parce que quand même pour repérer comme ça dans une rue un musicien génial, c'est pas évident tout de suite. Moi je me souviens d'un jour, Jean-Jacques Goldman à ses débuts, il va dans le métro chanter pour le plaisir, personne l'a remarqué. Ah oui. Alors qu'il était déjà connu. Bah oui. Comment on fait pour repérer justement? Faut l'œil, l'oreille. Ou l'oreille, je pense. Et puis pour moi, ça me paraissait évident. Et maintenant, avec Kezia, on fait de la musique ensemble. Récemment, on a fait des concerts. Et quand je le vois, j'ai le même frisson que quand je l'ai vu pour la première fois. Je suis très admiratif de ce qu'il fait, ce qu'il est. Et pour moi, c'est évident son talent. Et donc, c'est sûr que quand on est dans le métro, dans la rue, c'est moins glamour que sur une scène, évidemment. Mais le talent, il perce, il est là, quoi. Il est pour moi assez évident quand même. Alors donc le 3 février 2023 est sorti Class of 89, c'est ça? C'est un projet où vous avez retrouvé Kezia Jones pour justement recréer 4 musiques ensemble. Exactement. En fait, il y a 3 ans, on s'est revus, on a pris un café ensemble et en parlant, je lui ai dit mais quand même, ça fait plus de 30 ans qu'on se connaît et on n'a jamais fait de musique ensemble. C'est quand même dingue. Parce que c'est vrai qu'à l'époque, lui, il faisait son blue funk, c'est une création musicale, on va dire. Et moi, j'étais dans la house et la techno, donc on était assez différents musicalement. Et aujourd'hui, non, on n'est plus différents. Donc je lui ai dit, mais pourquoi on devrait essayer de faire un morceau au moins, voir ce que ça donne. Et on s'est mis chez moi. Dans mon appartement, parce que j'ai un appartement où dans le même immeuble, il y a mon studio, mais là, dans l'appartement, j'ai un piano, mes disques, mes platines de DJ, et on a commencé à improviser ensemble, et on a commencé à faire un premier morceau, et après on allait dans mon studio l'enregistrer, et on a fait ça sur 4 morceaux. Donc aujourd'hui, on a sorti cette EP, on va dire, cette Extended Play EP, qui est un nouveau format aussi, ou nouveau, ou en tout cas renouveau, puisque c'est une sorte de mini-album, avant de faire plus tard un album, évidemment, mais et on s'est retrouvés pour expérimenter ensemble et faire de la musique et voir ce que nous-mêmes, on a été les premiers surpris par notre son, en fait. Exemple, Guy Fawkes Surprise. Yeah, yeah, oh yeah, 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 yeah. Well, I get up early in the Le rythme morning. est là, la passion est là, et c'est une chanson d'optimisme, je crois, une musique d'optimisme. Complètement, oui, c'est vraiment ce qu'on appelle en anglais feel good music. Oui, oui. Voilà, c'est très positif. J'ai l'impression que c'est une bonne musique pour se réveiller, même pour le matin. On peut l'écouter évidemment plus ou moins à n'importe quelle heure, mais c'est un truc, oui, qu'on avait envie l'un et l'autre de proposer quelque chose de hyper optimiste, positif et qui rend heureux, tout simplement. Ouais, et la joie de se retrouver parce que les réflexes n'ont pas disparu, même depuis 30 ans. Tout à fait. L'amitié, je crois que notre EP, c'est vraiment le son de l'amitié, de la liberté. C'est l'amitié qu'on a et la confiance qu'on a l'un dans l'autre parce qu'on se connaît depuis tellement longtemps maintenant, et la liberté de faire ce qu'on a envie, de pas se juger, on est vraiment, on s'est retrouvé vraiment dans une véritable connexion musicale parce que on était plus à essayer de vraiment partager toutes les choses qu'on avait en commun et créer cette musique qui nous
plaisait évidemment, mais généreuse aussi pour plaire aux autres. Voilà, exemple suivant, How Many Times. Once ain't enough, yeah. When it's with you, the divine. Là, c'est un rythme très différent. Très différent, ouais. Plus, on est plus dans la soul music, on va dire, la musique de l'âme, on va dire, qui est plus inspirée des je sais pas, de peut-être Marvin Gaye, on va dire, plutôt des années 70. Mais avec un rythme vraiment appuyé et presque martial, et avec une envolée dans le morceau. Après, il y a une envolée de cordes, et c'est un truc assez romantique. Et là, les paroles parlent de How many times, combien de fois un homme peut tomber amoureux. Voilà. Mais en même temps, c'est le mélange de vos cultures musicales qui permet de faire cet album. Complètement, c'est vraiment ça. On s'est retrouvés, on aime tous les deux aussi les mêmes musiques, il faut dire. Et puis il y a aussi Libération et Élévation, ou Liberation et Elevation, ça c'est autre chose en anglais, avec Philippe Cohen-Solal et Kezia Jones. Encore une style différente, chanson de troisième style. Oui, alors là, on peut dire que c'est presque un hommage. On l'a pas fait exprès, mais aujourd'hui, je pourrais vraiment dire que c'était un hommage à Fela Kuti. Fela, qui est un des grands chanteurs musiciens de la musique nigériane, qui a vraiment révolutionné beaucoup de choses. Là, c'est lui qui a créé l'afrobeat, ce qu'on appelle l'afrobeat. Et donc, ce morceau, il est vraiment inspiré par l'afrobeat, le son de Fela, que Kezia d'ailleurs a rencontré peu de temps avant sa mort. Je crois que le dernier interview qui a été fait de Fela a été fait par Kezia Jones, justement. Et donc voilà, je pense que c'est un hommage à Fela à travers ce morceau. Et puis voilà, encore à travers les paroles, Liberation, Elevation, c'est l'amour de la musique, c'est la libération, l'élévation, le côté mystique de la musique. Parce que oui, c'est sûr qu'il y a ça, moi, je suis pas très spécialement croyant, mais quand j'entends Dieu, je l'entends dans la musique, c'est sûr. Et il y a un clin d'œil aussi à Nina Simone, je crois, dans cette chanson. Absolument. Je pense que le piano que Kezia a fait dans l'introduction, c'est vraiment, il l'a pas fait consciemment. Il s'est pas dit, tiens, on va faire un truc à la Nina Simone du tout. Il a fait ce truc au piano. Moi, je trouvais ça super. Et donc, on a enregistré, et ça sonne comme certaines façons de jouer qu'a Nina Simone, qui vient du classique, en plus. Nina Simone, qui s'appelle Nina parce que c'est petit fille en espagnol, mais Simone en hommage à Simone Signoret, parce qu'elle avait vu Casque d'Or, elle était fan de ce film, elle a choisi Nina Simone comme pseudonyme. C'est trop bien d'apprendre des choses comme ça. Merci. Et quatrième morceau de ce EP, No. Là, c'est pour les discothèques. Oui, vraiment, ça, parce que ça, là, musicalement, c'est vraiment là, pour le coup, très inspiré consciemment de la musique, de la nouvelle musique house africaine, de l'afro house qu'on appelle le jikwom, et qui vient d'Afrique du Sud et qui est énorme dans toute l'Afrique. Donc c'est marrant parce que dans les années 80, 90, les blancs anglais, ils sont inspirés de la musique africaine pour faire de la musique électronique. Et ben là, c'est les Africains maintenant qui sont inspirés de la musique faite par les blancs dans les années 90 et 2000 pour faire leur son, leur nouveau son digital. Et ça, c'est vraiment c'est un bon exemple de la musique qu'on peut écouter dans les discothèques en Afrique. Et les paroles, par contre, ça c'est un truc que j'ai suggéré à Kezia, parce que no, entre parenthèses, two letters, non, en anglais c'est no, N-O, c'est 2 lettres simplement. Et c'est pourtant le mot le plus difficile à dire parfois. Moi je répondrai par 3 lettres, yes, ou oui. C'est ce que méritent ces 4 premiers morceaux, il y en aura d'autres. Oui, bien sûr. Et puis grâce à vous, on a découvert une forme de musique qu'on ne connaît pas forcément dans le grand public. Et je vous en remercie, Philippe Cohen-Solal. Merci à vous. Merci à vous, et puis continuez à faire le tour du monde et à porter vos musiques qui vous font rêver et qui touchent le grand public. Je vais tout faire pour. Merci. Les Clés d'une vie, c'est terminé pour aujourd'hui. On se retrouve bientôt. Restez fidèles à l'écoute de Sud Radio.